Et on va retrouver Grégory Volokin parce que là on est clairement orienté à la baisse sur les futurs américains, puis la bourse de Paris qui a accéléré à la baisse aussi, on perd 1,6%. Grégory, bonjour, président de Mescard Financial Services. Grégory, il y a cette stat là qui a fait un petit peu tout basculer chez nous en Europe. Et il y a maintenant une grosse demi-heure, ce sont ces ventes de détail qui sont ressorties en nette baisse, bien en dessous des attentes pour le coup, Grégory. Absolument, et il n'y a pas vraiment moyen d'atténuer non seulement la surprise, mais aussi de relativiser, parce que en fait, qu'est-ce qu'on attendait? On attendait un chiffre bien supérieur à ça. Vente de détail en baisse de 0,9%. Si on enlève l'impact des ventes de voitures et de l'énergie, c'est encore une baisse de 0,4% sur le mois de décembre, alors que tout le monde disait que le consommateur se portait bien. Quelle pourrait en être la raison? Je dirais la première raison qui vient à l'esprit, c'est que on avait vu avec les chiffres de l'emploi qui sont parus vendredi que les salaires aux États-Unis au mois de décembre étaient en moyenne en baisse de 0,2%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'Américain, si ses revenus n'augmentent pas, pour acheter ou pour faire des courses, il doit puiser dans ses économies. Il a dû décider au mois de décembre plutôt d'économiser. Est-ce que vous en tirez la conclusion, Grégory, on parlera des banques dans une demi-heure, Grégory, ensemble, mais est-ce que vous en tirez la conclusion que vraiment il faut y regarder à deux fois avant de se dire que l'économie américaine est vraiment sur une pente ascendante pour 2015? Non, je ne tirerai pas cette conclusion. Il est certain que ce qui manque à l'économie américaine, c'est une hausse continue des salaires. On commence à en voir quand même des signes. Hier même, une statistique était parue qui s'appelle JOLTS, dans laquelle on voyait une nette hausse des salaires. Mais je dirais, tant que ces salaires n'augmentent pas, ça sera le point d'interrogation, comment la consommation peut continuer à soutenir l'économie. Mais franchement, ce que je dirais, c'est que c'était quand même ce matin une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise, effectivement, puisqu'on est en baisse de 0,9% sur ces ventes de détail, alors que le consensus attendait une petite hausse bien modeste de 0,1%. Mais le décalage, forcément, est très très grand. Merci beaucoup, Grégory. On se retrouve dans une grosse demi-heure. On parlera des banques, notamment, puisque JP Morgan et Wells Fargo ont publié tout à l'heure leurs résultats. Justement, ça nous amène à la... BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et on va retrouver Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. Grégory, on parlait tout à l'heure de cette statistique qui, sur les coups de 14h30, a ruiné nos espoirs, enfin en tout cas pour l'instant, de revenir en territoire positif, puisque cette stat nous a montré que les ventes de détail, indicateur qu'on suivait de très près, qu'on attendait bien sûr après un mois de décembre qui est celui des fêtes, eh bien on est largement en dessous des attentes, Grégory. Oui, là c'est une nette baisse, puisque si on regarde sans l'effet essence à la pompe, sans l'effet vente de voitures, qui sont quand même des données très volatiles, on a encore une baisse de 0,4% sur le mois. C'est très décevant. Il ne faut pas oublier quand même que les ventes de détail sur l'année sont en hausse par rapport à l'année d'avant de plus de 3,5%. Ça rassure un tout petit peu, mais on a de la peine à expliquer pourquoi tout d'un coup, au mois de décembre, le consommateur américain se serait abstenu d'aller dans les magasins. On voit une nette baisse dans les magasins, par exemple électroniques, dans l'habillement. Le seul secteur qui s'en sort plutôt bien, c'est le secteur des fast-food, où là il y a une augmentation des ventes sur le mois de décembre. On en disait un mot tout à l'heure, Grégory, juste avant l'ouverture, mais c'est vrai que vous nous signaliez, vous nous rappeliez, parce qu'on a un petit peu tendance à l'oublier, qu'on avait eu une petite déception quand même dans les chiffres de l'emploi qui étaient tombés vendredi dernier concernant les salaires, dont on attend désespérément une reprise. Non, on avait vu une petite baisse de 0,2%, je crois, du salaire horaire sur le mois de décembre. Ne pas oublier quand même. Oui. Absolument. Je dirais qu'il faut mettre ça en parallèle vraiment avec le chiffre d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est pas un chiffre qui est ni dramatique ni alarmiste. Il est certain que la situation du marché de l'emploi s'améliore très rapidement aux États-Unis avec le taux de chômage à 5,7%. Et ce qui est certain, c'est que tôt ou tard, il va y avoir des salaires qui vont recommencer à monter. On le voit déjà dans certains secteurs, que ça soit dans le secteur de la santé, que ça soit dans le secteur, par exemple, de l'informatique. Donc, c'est une question un peu de patience, je dirais, pour que cette transmission de hausse arrive au niveau des salaires. Mais malheureusement, ça tombe mal en fin d'année d'avoir cette baisse relative de 0,2% des salaires. Et je dirais que ça, en partie, ça explique la
au niveau des ventes de détail. Mais c'est vrai qu'une de nos intervenantes hier nous disait que par exemple comme une entreprise comme Gap, on voyait déjà des retours, des hausses de salaire commencer à se profiler pour le coup. Bon, évidemment cette stat nous a pas arrangé, Grégory, et puis bien sûr les entreprises qui continuent de publier. JP Morgan qui apparemment a fortement déçu sur ses earnings annoncés tout à l'heure. Oui, alors les espoirs sur les banques ne sont pas particulièrement élevés. Ce qui est un peu décevant, surtout je dirais sur JP Morgan, c'est de voir que, outre les charges exceptionnelles qu'ils prennent, parce qu'ils prennent de nouveau 1 milliard de charges pour des raisons légales, je rappellerai que sur les 3 dernières années, ils en sont à 25 milliards de charges, on voit quand même un ralentissement de l'activité dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'obligataire, ce qu'ils appellent fixed income, une déception au niveau de la banque d'investissement, un ralentissement au niveau des mortgages. Donc c'est pas du tout des résultats catastrophiques de JP Morgan, mais c'est des résultats qui montrent en fait que actuellement les banques n'ont pas vraiment le vent en poupe. Mais je vous dirais surtout ce qui fait vraiment baisser fortement le secteur aujourd'hui, parce que vous verrez que outre JP Morgan, la plupart des banques américaines sont en baisse entre 2, 3 et 4%. C'est l'aplatissement de la courbe des taux. On a un record pour le 30 ans, le taux à 30 ans, et il faut savoir que plus les taux longs baissent, plus c'est difficile pour les banques de se rémunérer quand elles aident à leurs clients. Ouais, dans le secteur immobilier, bien sûr, ça joue très fortement. JP Morgan, donc, qui publie. Wells Fargo a publié tout à l'heure. Apparemment, ça va beaucoup mieux. Oui, Wells Fargo, je dirais, c'est en ligne. Et ce qui est, alors, il faut quand même trouver des choses positives à dire aujourd'hui. Ce qui est encourageant, c'est que leur activité des prêts, pas seulement à la consommation, mais des prêts à l'industrie, des prêts à l'immobilier sont en hausse. Donc il y a quand même une hausse de la demande finale au niveau des prêts bancaires. Ça, c'est quelque chose de bien. Et Wells Fargo, qui est la principale banque au niveau des originations d'hypothèques aux États-Unis, là aussi voit des chiffres qui sont satisfaisants. Alors voilà, les banques qui vont continuer de publier cette semaine jusqu'à vendredi, où je crois qu'on aura les chiffres de Goldman Sachs en fin de semaine. Alors, on va s'intéresser à un autre secteur, Grégory, il nous reste 3-4 minutes, donc on a largement de temps, avec Tesla, dont le directeur général Elon Musk a parlé hier pour nous dire qu'apparemment les ventes avaient baissé assez nettement du côté de la Chine, à tel point qu'on n'envisage plus l'équilibre avant un horizon de 4 voire 5 ans pour le coup. Absolument. On pensait que Tesla serait rentable d'ici 2017. D'après ce que dit Elon Musk, ça ne sera pas avant 2020. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'il dit, évidemment une baisse des ventes en Chine, mais il y a d'autres phénomènes en fait. C'est le fait surtout que sur l'avenir, la voiture électrique est peut-être moins importante ou moins porteuse comme concept, plus le cours de l'énergie baisse, ça c'est une chose. Et puis j'ai vu une étude la semaine dernière qui était assez amusante aux États-Unis, qui disait que en fait, les voitures électriques polluent plus que les voitures traditionnelles. Et je m'explique. Comment est-ce qu'on produit de l'électricité? Aux États-Unis, la première source de production d'électricité, c'est le charbon. On brûle du charbon. Deuxième source, c'est le pétrole. On brûle du pétrole. Évidemment, ça, c'est extrêmement polluant. Et l'étude montrait qu'en fait, l'effet, que ça soit pour l'ozone ou les émissions de carbone, pour une voiture électrique, au niveau de sa production, était vraiment négatif. Par contre, en France, où votre énergie est surtout atomique, pour le moment, c'est une énergie propre, donc on peut dire les voitures électriques françaises sont plus propres que les voitures électriques américaines. Bon, alors est-ce qu'il faut continuer à polluer au diesel? Je ne sais pas, puisqu'on parle d'auto. Tiens, Grégory, on a vu passer tout à l'heure cette annonce de General Motors qui nous dit qu'il va passer 3 milliards de dollars, je crois, de provisions suite aux différents scandales de rappel. C'est significatif pour vous, cette annonce de GM? C'est significatif évidemment pour GM, c'est significatif pour les actionnaires. Est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la compagnie est en bonne santé, même en très bonne santé financière. En fait, là, ils vont même augmenter leur capex, leurs dépenses en investissement d'une façon importante. Mais c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, GM avait rappelé 4 fois plus de voitures qu'il n'en avait produites, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très très encourageant pour l'avenir. Ouais, GM effectivement toujours en bonne santé financière. On regarde les indices. Il nous reste une grosse minute, Grégory. On voit les indices américains toujours orientés dans le rouge. On a, je crois, ce soir un livre beige de la Réserve fédérale, comme c'est le cas toutes les 6 semaines. Bon, est-ce qu'on peut trouver des arguments, des mots-clés d'après vous, qui sont susceptibles d'apaiser un petit peu ces marchés, ou alors est-ce que c'est sans espoir pour le coup, Grégory, pour vous? Non, je dis pas que c'est sans espoir. La question est bonne. Je dirais, moi, ce que j'attends surtout dans le livre beige, c'est est-ce qu'on va voir finalement dans certains districts aux États-Unis, dans certains États, l'impact de cette baisse très très importante des cours de l'énergie.
parce que c'est clair que par exemple dans un État comme le Texas, comme le Nebraska, c'est 10 à 20% des emplois, et c'était vraiment, on peut même dire aux États-Unis, une grande partie de la création d'emplois venait du secteur de l'énergie. Donc moi je suis très curieux de voir à quel moment ça va être retransmis dans ces comptes rendus de la Réserve fédérale, le fait que le cours du pétrole a été divisé par 2 sur les 6 derniers mois. Bon, livre belge de la fête ce soir et puis bien sûr réunion de la Réserve fédérale américaine, ça sera le 28, donc dans une grosse dizaine de jours maintenant. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous encore cet après-midi sur BFM Business, le président de Mescart Financial Service, pour décortiquer ce début de séance bien difficile à négocier puisqu'on perd un peu plus d'1% sur le Dow Jones, on perd 1% sur le S&P et on perd 0,6% sur le Nasdaq. Paris, toujours en baisse, moins 1,2, 4237 points. On marque une